Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. La vague de froid se fait sentir en France et dans toute l'Europe. Grêle à Paris, neige en Corse, route coupée en Franche-Comté, perturbations aussi en Suisse et en Autriche où des villages sont isolés. Mobilisation limitée pour la journée d'action des enseignants sur le temps de travail et l'emploi. Les manifestations n'ont pas fait le plein, mais les principaux candidats à la présidentielle s'engagent à revenir sur le décret contesté. La campagne qui est entrée depuis ce matin dans sa deuxième phase, les petits candidats se font entendre. Gros plan ce soir sur Gérard Chivardi, 56 ans, l'autre candidat d'extrême gauche. En Allemagne, l'arrestation d'un chauffeur routier qui pourrait être l'un des pires tueurs en série de ces dernières décennies. Il est soupçonné de 19 crimes, y compris en France. Il a commencé à tuer à 15 ans. Un document France 2 dans ce journal, Bachar el-Assad se dévoile. Le président syrien est l'un des dirigeants les plus secrets et les plus controversés. Dans son palais de Damas, il nous répond sur les attentats au Liban, la crise irakienne et ses relations avec Jacques Chirac. Enfin, un espoir contre le fléau du paludisme. Des chercheurs ont créé un moustique transgénique qui résiste aux parasites. Il pourrait donc éviter la contagion. Et avant de développer ces titres, cette grosse frayeur dans la région de Montpellier, nous vous parlons parfois, et encore très récemment d'ailleurs, de ces voitures qui prennent l'autoroute à contresens. Eh bien, cette fois, tout a été filmé et la gendarmerie veut, semble-t-il, en faire un exemple. 7 km sur la mauvaise voie, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu d'accident. Benoît Bringer. Lui, il veut rouler à droite, donc il va en profiter pour couper d'un seul trait, sans hésitation. L'image est à peine croyable. Voilà, donc déjà lui il arrive à la vitesse de 110 km/h, un petit coup d'appel de phare parce qu'il a vu quand même qu'il y avait du danger. Un automobiliste qui s'engage à contresens sur l'autoroute en pleine heure de pointe. Et là on est au kilomètre 108 et là on est parti pour 7 km à contresens. C'était le 13 mars dernier sur l'autoroute A9 à proximité de Montpellier. 7 km en sens inverse, comme si de rien n'était. Il est quasiment à la même vitesse que les autres. Donc il est à la vitesse de, on va dire, entre 90 et 110 km. Ce qui ferait un impact à 200 km. En gros, voilà, c'est ça, voilà, 90 plus 110 pour les autres, on aurait un choc initial à 200 km/h. Voilà. Donc là, on a une petite au volant, un homme de 54 ans, dépressif et sous médicaments. L'élément déclencheur, c'est que s'étant trempé de sortie, il a tout simplement fait demi-tour devant la barrière de péage de Saint-Jean-de-Védas, puisqu'il n'avait pas d'argent. Donc finalement, il a décidé de faire demi-tour pour reprendre la bretelle de sortie qu'il prenait habituellement. Et le plus insensé est à venir. Une fois arrivé au niveau de la sortie recherchée, il s'immobilise et fait demi-tour au milieu des voitures. Et ici, il décide de couper la circulation, je pense que c'est une Seat, il coupe la circulation de la Seat en voie médiane, qui freine, et il tourne derrière le SMI, voilà. Et là, regardez, on a une chance incroyable, personne ne touche personne. L'automobiliste est retrouvé quelques jours plus tard grâce à ces vidéos de surveillance qui ont permis de lire sa plaque d'immatriculation. Il est désormais poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui. Il encourt une interdiction définitive de conduire, ainsi que de la prison ferme. On en vient à cette vague de froid qui se poursuit sur la France et un peu partout en Europe. Pour la deuxième journée consécutive, la neige est encore tombée, et cette fois jusqu'à 15 ou 20 cm, notamment en Normandie. Franck Genouzou. C'est l'invité de dernière minute de cet hiver. On ne l'attendait plus et pourtant la neige a recouvert une partie de la Normandie. Une bonne douzaine de centimètres qui a légèrement perturbé le trafic autoroutier dans la région de Rouen. Les saleuses ont donc repris du service en Normandie, mais aussi dans le Limousin par exemple, sans conséquences sérieuses pour les automobilistes. Même constat partout en Europe, la neige a surpris tout le monde. En Suisse, Lucerne sous les flocons a un petit côté romantique, mais ce qui l'est moins, ce sont les nombreux accidents et les routes inaccessibles. En Autriche, 40 cm tombés en quelques heures égale 40 000 foyers privés d'électricité et beaucoup de voies à dégager. On n'aurait jamais pensé qu'il ferait aussi mauvais. C'est dingue. Même l'an dernier avec un hiver rude, ça n'était pas autant le chaos. Mais c'est dans le nord de l'Espagne que la neige était la moins attendue. Là-bas, les températures ont chuté de 10 degrés en quelques heures. Résultat, 300 camions bloqués sur la route entre le Portugal et Burgos. Demain, le vent devrait faire son apparition jusqu'à 150 km/h en rafale, avec au moins le retour du soleil en perspective. Cet hiver tardif, en tout cas, fait au moins quelques heureux. Dans les Pyrénées, beaucoup de stations avaient déjà rangé les perches. Eh bien, les autres vont pouvoir jouer les prolongations à l'occasion des prochaines vacances de Pâques. Au Mourtis, Muriel Lassaga, David Bress.
Voilà plus de 24 heures qu'il neige sans cesse sur ces routes voisines de l'Espagne. Les axes ont beau être dégagés, impossible d'atteindre les stations de ski sans être équipés de chaînes. Dans le petit domaine du Mourtis, c'est une course contre la montre qui vient de commencer. Depuis la nuit dernière, les dameuses sont à nouveau entrées dans la danse. En 24 heures, il a dû tomber entre 50 et 70 cm. Et ce qu'il faut, c'est du froid après derrière. Il faut qu'il fasse du froid pendant une semaine. Et on peut prétendre arriver jusqu'à Pâques. Tenir encore 15 jours avant les prochaines vacances, grâce à ce cadeau, ce sursaut hivernal inespéré. On voit cette neige arriver et effectivement on va faire quelque chose qu'on ne faisait plus depuis longtemps dans les Pyrénées, c'est se proposer d'ouvrir sur les vacances de Pâques. Pour l'instant, seuls quelques fondus de glisse osent affronter les éléments. Il faut dire que pour beaucoup, le manque de neige devenait réellement cruel. 2 jours de neige, là, ça fait du bien. Hein. Parce que cet hiver, ça n'a pas été terrible. Et devinez qui en profite le plus. Eux ont vraiment de la chance car ces petits Espagnols sont en vacances. Cela dit, pas de panique, la météo annonce de la neige pendant au moins une semaine, encore et encore. L'actualité sociale avec les enseignants dans la rue pour la 3e fois en quelques mois. Les syndicats protestent contre un décret qui allonge le temps de travail de certains d'entre eux et ouvre la voie aux suppressions de postes. Ils n'ont pas été très suivis. La mobilisation semble marquer le pas. Nabila Tabouri, Guillaume Viard. Il y a un mois, on les comptait par dizaines de milliers sur le pavé. Aujourd'hui à Paris, 5000 manifestants seulement. Ils se disent chahutés par les élèves, abandonnés par leur ministère. Aussi, à un mois du premier tour, ils entendent se rappeler au bon souvenir des candidats à la présidentielle. On est là pour poser dans le débat aussi, mais on est là pour que la rentrée ne soit pas ce qu'elle est programmée aujourd'hui. C'est ça l'enjeu principal. C'est vrai que ça nécessite que le prochain gouvernement rompe avec la politique qui a été menée jusqu'à présent. Dans toute la France, les cortèges se sont multipliés, comme ici à Amiens. À la prochaine rentrée, 5000 suppressions de postes sont prévues dans les collèges et les lycées pour cause de baisse démographique. Des économies que déplorent les enseignants. Il est totalement scandaleux qu'on ne profite pas éventuellement de la baisse démographique pour augmenter au contraire la qualité de l'enseignement en réduisant les effectifs par classe par exemple. Autre motif de colère, le décret Robien. Ce texte prévoit l'allongement du temps de travail des enseignants sans compensation de salaire. En plus des manifestations, ces derniers jours, les profs ont multiplié les actions. Boycott du bac blanc, menace sur le vrai examen en juin prochain. La grogne persiste. Ouais, le ministère a compté 17% de grévistes en collège et lycée, 38% selon les syndicats. Alors pour bien comprendre, voici la journée d'une enseignante agrégée d'histoire-géographie. Elle s'explique sur son emploi du temps et cette fameuse question du temps de travail. Yann Jiquel, David Fossard. Moi j'ai mon fils qui passe le bac dans 2 mois, il ne pourra pas passer le bac à cause de feignants de fonctionnaires. Voilà, c'est tout. Fait rarissime, ils étaient près de 40 professeurs du prestigieux lycée Lacanal de Sceaux à être descendus dans les rues de Paris ce matin. Parmi eux, Madame Jumel-Lhomme, professeure agrégée d'histoire-géographie, non syndiquée. Il y a une étape qui est franchie dans la dégradation de nos conditions de vie et de travail, et que là, ça devient intolérable. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28... Dans sa classe de seconde, 36 élèves. Avec son bac plus 7, en 19 ans d'enseignement, elle a vu le niveau de ses élèves se détériorer. L'idée qu'on vient à l'école pour travailler, pour acquérir des diplômes et un métier, c'est terminé. Avec 2400 € net par mois, elle se sait privilégiée en regard des 1300 € que gagnent les professeurs certifiés débutants. Son temps de présence en classe est de 15 heures par semaine sur 4 jours. Mais c'est sans tenir compte des réunions, des conseils de classe et bien sûr des corrections qui l'attendent. Pour chaque copie... C'est entre 10 et 20 minutes. Ça dépend du niveau, ça dépend si c'est une copie de seconde ou de terminale. 15 heures par semaine officiellement. Combien vous travaillez réellement? Réellement, 1 heure de cours demande 3 heures de préparation. Et ne lui parlez pas des vacances qui se réduisent comme une peau de chagrin avec la correction des examens. Quant à la retraite pleine, elle ne pourra la prendre qu'à 66 ans. Voilà pourquoi elle considère qu'elle est loin d'être une privilégiée.
Et à noter que certains des principaux candidats semblent décidés à revenir sur le décret en question. C'est le cas de Ségolène Royal qui indique par ailleurs qu'elle s'engage à rétablir les 5000 postes supprimés. C'est le cas aussi de François Bayrou qui a estimé qu'il faut avoir, je cite, une attitude et une approche différentes. François Bayrou, ancien ministre de l'Éducation, estime que la mesure a été prise sans discussion avec les personnels. Le président de l'UDF qui détaillait aujourd'hui également ses propositions sur les retraites. Et il s'engage notamment à porter en 5 ans le minimum retraite à 90% du SMIC. À noter que sur la question de l'éducation, Nicolas Sarkozy s'exprimera la semaine prochaine, mais il semble décidé lui aussi à supprimer ce décret. La campagne est entrée dans sa deuxième phase. La liste des 12 candidats a été publiée ce matin au journal officiel. L'occasion de découvrir celui qui est sans doute le moins connu d'entre eux, Gérard Chivardi, un artisan maçon de 56 ans, soutenu par une formation d'extrême gauche, le Parti des Travailleurs. Ahmed Tazir, Mathieu Drejoux avec Marie-Pierre Farkas. Quand Gérard Chivardi sillonne son canton, la première halte est pour ses amis de 30 ans. Bon, le lundi, c'est grande discussion le rugby. Si on a le résultat de tous les matchs du dimanche. Et puis après, on parle de la politique en général. De la politique en général, de sa candidature à la présidentielle en particulier. Dès 8 h du matin, un bon steak de cheval, le voilà prêt à affronter les poids lourds. Sarko, il va te prendre une trempe. Hein. Il va dérouiller celui-là. Hein. Il y a Bayrou qui tire dans les pattes. Hein. Homme de discorde avec François Bayrou, l'Europe. Son programme, il n'est pas la route. Hein. Tout à l'Europe. Hein. Disparition des départements, disparition... Gérard Chivardi veut une France forte qui sortirait de l'Union européenne. Je suis contre cette Europe-là. Nous, on est tous partisans d'une Europe, des pays fédérés sur des projets porteurs. Pas une Europe basée sur les fonds de pension américains. Comme les vignes ici, les services publics disparaissent petit à petit. Gérard Chivardi se veut le candidat des maires qui refusent de voir mourir leur village. J'ai eu 3 suicides dans mon canton. Ça fait quelque chose. Vous savez, quand vous êtes maire et que vous avez des copains de jeunesse qui vous disent moi, s'il n'y a pas de solution d'ici le mois de mai-juin, je vais me suicider parce que je ne peux pas supporter qu'on saisisse les biens de mes parents, de mes grands-parents. Personnellement, c'est... Voilà. Cet artisan maçon de 56 ans est soutenu par le Parti des Travailleurs, une des branches du trotskisme. Sa mission pour 2007, faire entendre la voix des 36 000 communes de France. De son côté, José Bové, qualifié, vous le savez, in extremis, est venu soutenir une dizaine de personnes en grève de la faim à Montreuil pour obtenir un moratoire sur les cultures OGM. Le gouvernement a transposé justement aujourd'hui une directive européenne par décret qui autorise et fixe le cadre de ces cultures. Autre petit candidat entre guillemets qui compte bien passer à la vitesse supérieure, Philippe de Villiers, il était en déplacement dans l'Aube et veut incarner, je cite, le patriotisme contre le mondialisme. Arnaud Boutet, Olivier Robert. Il se sait observé et en profite pour régler quelques comptes. Dans la nature, hein. Voilà. Ça vous dépayse, hein, les journalistes. Et pourtant, devant les objectifs, il pose bien volontiers, fleur à la main. Chez cet horticulteur, Philippe de Villiers se présente comme un amoureux de la nature. Ah oui, au contact des fleurs, hein, c'est génial. Et il affiche son modèle économique, les petites entreprises. Des entreprises familiales et qui représentent bien ce que moi je souhaite développer en France pour faire de la France une pépinière planétaire de PME. Dans l'Aube, Philippe de Villiers, candidat eurosceptique, doit également faire face aux élus. Et l'un d'entre eux l'interpelle sur l'influence de la France depuis le référendum européen. Depuis qu'on a voté non, la France est devenue... Alors vous voyez ici, on est tous assis sur une chaise. La France, on est sur un tabouret. Villiers, partisan du non, persiste et signe. C'est bien la preuve que l'Europe de Bruxelles, dans son fonctionnement, est totalitaire. Troisième étape dans ce garage. Philippe de Villiers vient promouvoir la culture du travail et l'apprentissage. Si je tombe en panne, vous me réparez sans ça. Ouais, aucun problème. Ça, c'est la Devant cette Citroën très présidentielle, il refuse de prendre place. Mais voilà, la bagnole, je m'en fous. Philippe de Villiers ne se voit pas encore président. Son objectif est d'obtenir plus de 5%. Il le reconnaît, ce score serait pour lui synonyme de victoire. Et comme chaque mardi, à un peu plus de 4 semaines maintenant du premier tour, nous pointons les grandes évolutions de la société française depuis 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, les étudiants voyageurs. Le programme Erasmus fête ses 20 ans. C'est un énorme succès. L'Europe comme nouvel horizon. Portrait de France signé Mallory Aounou, Vincent Bouffartigue.
C'est le transport en commun des étudiants européens. Nous sommes lundi, il est 9h. Antonella Maki descend juste de l'avion. Je suis en deuxième année de DUT en technique de commercialisation. Je suis partie avec le programme Erasmus en début d'année, là pendant 6 mois. Donc, je suis revenue pour continuer mes études donc, en France, à l'IUT de Roubaix. Depuis son séjour Erasmus en Irlande, Antonella retrouve régulièrement ses amis de Dublin le temps d'un week-end. 40 € l'aller-retour en low cost, ça entretient les liens. Une amie qui m'a prêté une chambre. Après, on a dormi sur Dublin. Pareil, on réserve l'auberge de jeunesse par Internet. Pas cher, facile. On a dû prendre l'avion à 6 h du matin. Donc, on a dû se lever à 3 h du matin. Mais tout va bien. Je vais aller en cours toute la journée. Ça va aller. Juste le temps de passer prendre quelques affaires chez ses parents. De son semestre d'études à l'étranger, il lui reste des amitiés et quelques souvenirs qui s'affichent. On m'a offert ce poster-là. Et puis ils ont tous écrit un petit mot, donc il y a de l'anglais, du français, de l'espagnol. Là c'est une petite affiche avec toutes les photos de partout où j'ai été. Une petite Guinness parce que c'est la bière donc, de l'Irlande. Ça va Andrea? Oui. Avant de partir je me demandais mais comment je vais faire partir, c'est quand même 6 mois. Bon bah quand on a 19 ans ça y fait, surtout quand on a vécu tout le temps avec ses parents quoi. Ben je blij dat Lala terug is? Nee! J'ai mon frère et ma sœur qui vont à l'école en Flandre, là on parle néerlandais. J'ai mon papa qui est sicilien, j'ai mon beau-papa qui est de Belgique. Je pense que ouais, la famille européenne, on peut dire ça, ouais. Antonella est française, étudie à Roubaix, mais habite en Belgique. Tous les matins et tous les soirs et des fois 4 fois dans la journée, je fais ça. Traverser la frontière? Ouais. Et je suis à 10 minutes, quoi. L'Europe au quotidien. Et pourtant... On est à 1 heure de Bruxelles, il y a plein de jeunes qui sont jamais partis à Bruxelles. La frontière existe encore dans les esprits? Dans les esprits, dans la mentalité, ouais. Pour eux, je pense que c'est vachement loin. Direction la fac. Antonella retrouve un groupe de travail. Son camarade Pierre revient d'un semestre en Espagne. C'est un plus sur le CV? Carrément, c'est une expérience, un plus, aussi des avantages financiers qu'on n'a pas forcément en France. Une discrimination à l'embauche qui est peut-être moins importante dans certains pays. Mais les candidats au départ n'obtiennent pas tous une place. Et malgré l'harmonisation progressive des diplômes, quelques obstacles subsistent. Même avec les bourses, ça reste assez compliqué quoi. Au niveau du logement. Et puis ensuite, quand on revient ici, c'est pas évident, étant donné qu'il faut rattraper notre retard, se remettre à niveau. C'est vrai que c'est pas exactement le même rythme de travail, donc non, c'est pas le choix de tout le monde. Pourtant, un étudiant français sur 20 part à l'étranger. Il y a 20 ans, la grande majorité choisissait les États-Unis. Aujourd'hui, c'est l'Europe. En classe, Antonella mesure ses progrès en anglais, sous l'œil attentif de son professeur. Une quinzaine d'années, les étudiants étaient davantage sédentaires, alors qu'aujourd'hui, il y a une envie manifeste donc de prendre son envol. Est-ce que vous avez l'impression que vos étudiants ont aussi une conscience politique de l'Europe? Les jeunes avec qui je parle s'intéressent peu donc à la politique européenne. Déjà, leur poser des questions, qui est le président de la Commission européenne, je pense que la plupart ne sauront pas y répondre. Café culturel de l'université. Antonella a rendez-vous avec des étudiants d'horizons différents. Pour eux, les enjeux européens doivent être valorisés, notamment lors de la campagne présidentielle, trop franco-française à leur goût. Si c'était les premiers critères, ben, les candidats en parleraient tout simplement. On est déjà dans une France qui était déjà le membre fondant de l'Union européenne, alors ils ne se rendent pas très compte ce que ça veut dire pour être européen. Pour nous, c'est un atout et pour nous, c'est aussi une possibilité de vivre dans un autre monde. Études, emploi, amour aussi. Leur Europe est concrète, ils y croient. Voilà, moi j'ai rencontré mon copain anglais, donc comme je veux aller vivre avec lui, ben voilà, je vais en Angleterre. Ça m'aide bien que les frontières soient ouvertes. On ne se poserait même plus la question si on est français, allemand ou européen, on est justement les deux. Et c'est ça ce qui fait l'Europe quelque chose de très spécial. Nécessité pour les uns, idéal pour les autres. L'Europe est en marche pour cette génération d'étudiants, même si elle se construit au jour le jour, loin des institutions.
Encore un mot de la campagne présidentielle. Le mouvement Urgence Darfour veut interpeller les candidats sur ce conflit meurtrier au Soudan. Une grande réunion est organisée en ce moment à la Mutualité à Paris, en présence notamment de Bernard-Henri Lévy et de Bernard Kouchner. Plusieurs candidats précisément sont attendus. L'arrestation en Allemagne d'un chauffeur routier qui pourrait se révéler être l'un des plus grands meurtriers en série depuis très longtemps. 19 crimes au moins lui seraient imputés. Il avait 15 ans lorsqu'il est passé à l'acte pour la première fois. Aurélia Guillemin, Zidenberkus. Combien de jeunes femmes tuées par Volker Eckert? Employé comme chauffeur routier dans cette entreprise en Allemagne, il avait jusqu'à présent avoué 5 meurtres. Mais les enquêteurs le soupçonnent aujourd'hui d'en avoir commis au moins 19 à travers l'Europe. En Espagne, mais aussi en France et en Allemagne. Ses victimes, des prostituées le plus souvent qui l'étranglaient et abandonnaient sur le bord de la route après avoir photographié leurs cadavres. À son domicile, les policiers ont ainsi découvert la photo d'Agnieszka Boss, une Polonaise de 29 ans, tuée dans la Marne, selon un mode opératoire qui semble être la signature du chauffeur routier. Elle a été prise en autostop, puis violemment frappée et sans doute tuée dans un deuxième temps. Et violée? Il semble qu'elle ait été l'objet de menées sexuelles. On ne sait pas si ce sont des menées sexuelles ante-mortem ou post-mortem, c'est-à-dire avant ou après l'homicide. Lors de son arrestation il y a 4 mois, Volker Eckert a aussi avoué un autre homicide en France, près de Saintes. Celui d'une prostituée nigériane retrouvée morte sur cette aire d'autoroute. Les faits remontent à 2001, la suite d'une série commencée bien plus tôt. Les premiers faits seraient susceptibles de remonter bien antérieurement à la découverte du corps de cette jeune femme à l'aire de Chermignac, et les regroupements reposent en l'état sur les déclarations qu'il a faites aux autorités allemandes. Lui-même fils d'une prostituée, Volker Eckert aurait commis son premier meurtre en 1974 alors qu'il n'avait que 15 ans. C'est l'Allemagne où il doit répondre de 6 homicides qui devraient centraliser toutes les affaires le concernant. À Saucey-les-Pins, près de Marseille, le corps retrouvé ce matin est bien celui de l'enfant de 2 ans et demi qui avait disparu hier alors que sa mère assistait à une réunion de parents d'élèves. Le petit Jourdan est vraisemblablement sorti de la cour pour aller en bordure de mer et il aurait été emporté par une vague. La mer était très agitée. L'autopsie devra confirmer cette piste accidentelle. À l'étranger, l'Irak marque l'anniversaire des 4 ans de l'intervention américaine par une exécution, celle de l'ancien vice-président Taha Yassin Ramadan. Il a été pendu avant l'aube et inhumé dans la foulée. On s'arrête maintenant sur cette interview exclusive pour France 2, celle, je vous le disais, d'un des chefs d'État les plus contestés, les plus secrets aussi, le président syrien Bachar el-Assad. Il a reçu l'une de nos équipes. Il s'explique sur la crise libanaise, sur l'Irak justement, mais aussi sur ses relations devenues très froides avec Jacques Chirac. Un entretien signé Thierry Tuillier et Édouard Perrin. Le palais présidentiel est là-haut, au bout de cette route. Bachar el-Assad y reçoit beaucoup, mais se montre peu. Les émissaires occidentaux ont repris le chemin de Damas pour le consulter. C'est la fin de 2 ans d'isolement pour ce chef d'État dont les services ont été montrés du doigt dans l'enquête sur l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri. Isoler la Syrie ne peut avoir de résultats positifs. Qui veut isoler la Syrie s'isole lui-même des problèmes de la région. Pour autant, avec un pays comme la France, les choses ne vont pas bien, les relations sont au plus bas. Depuis combien de temps n'avez-vous pas parlé à Jacques Chirac? Depuis 2004, je crois. C'est long, c'est très long. Certes, ça correspond à la durée de la rupture des relations politiques franco-syriennes. Je peux dire que ce n'est pas une bonne chose pour les relations entre nos 2 pays. Mais de toute évidence, celle qui en a pâti, c'est la France. Parce que la France dirigeait la politique européenne dans la région. Et maintenant, on n'entend plus parler de la politique étrangère de la France, au moins au Moyen-Orient. Sur sa responsabilité et celle des services syriens dans l'assassinat de Rafik Hariri, il répond: personne ne peut accuser sans preuve. Qu'il soit le président Chirac ou toute autre personne, celui qui veut accuser la Syrie doit donner des preuves. On ne peut pas bâtir de relations entre 2 pays sur des émotions personnelles. Elles doivent être bâties sur des réalités et des intérêts communs. Cette accusation est totalement inadmissible.
Qu'est-ce que vous diriez à Jacques Chirac si vous aviez la possibilité de lui parler ou de le rencontrer avant la fin de son mandat? Je lui dirais, où est le problème? Entre la France et la Syrie, il y a le Liban et sa crise sans fin. Damas propose pour sortir de l'impasse des élections anticipées et un gouvernement d'union nationale. Et si un tribunal international est créé dans l'affaire Hariri, Bachar al-Assad ne livrera aucun Syrien. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que toute personne impliquée dans cette affaire est considérée comme un traître devant la loi syrienne. Elle sera jugée par un tribunal syrien et condamnée bien plus sévèrement que ne le ferait tout autre tribunal. Nous ne céderons pas notre souveraineté. Ça fait maintenant 4 ans que la guerre a commencé en Irak. Quel bilan tirez-vous, non pas seulement de l'action américaine en Irak, mais dans l'ensemble de la région? Il n'est pas dans notre intérêt d'avoir le chaos dans un pays voisin, ni de l'y maintenir, parce que nous allons directement payer la facture, tôt ou tard. Même des années plus tard, nous finirons par payer d'une façon ou d'une autre. Le principal allié de la Syrie dans la région, c'est l'Iran d'Ahmadinejad, qui menace de rayer Israël de la carte. Bachar al-Assad entreprend pourtant de le défendre. Si nous devons considérer cette déclaration, pourquoi ne pas considérer l'autre? Celle où il dit que l'Iran ne constitue aucune menace pour les autres. Pourquoi choisir une déclaration et pas l'autre? L'important, c'est la politique appliquée. D'un autre côté, des personnalités israéliennes, religieuses et politiques ont fait des déclarations similaires, appelant à utiliser la bombe contre les Palestiniens et les Arabes ou à les éliminer. Nous ne pouvons pas dissocier les provocations et les réactions qu'elles suscitent. Bachar al-Assad nous dira aussi son souhait de refonder la relation avec la France, avec le futur président de la République, confessant au passage ne pas connaître les principaux candidats. Et vous pourrez retrouver d'autres extraits plus longs de cette interview sur notre site france2.fr. En bref, toujours à l'étranger, en Russie, 2 catastrophes coup sur coup à une journée d'intervalle. Hier, un coup de grisou dans le centre du pays a fait au moins 106 morts. Les secours continuaient aujourd'hui à chercher des survivants. Selon les premiers éléments, c'est bien une explosion de méthane qui a fait s'effondrer les galeries. Plus de 200 personnes se trouvaient dans la mine au moment du drame. Et puis l'incendie d'une maison de retraite dans la province de Kuban, au sud, a fait 62 morts. Visiblement, les règles de sécurité n'avaient pas été respectées. Pas d'extincteurs, des cloisons en bois et une intervention très tardive des pompiers notamment. La journée internationale de la francophonie. Un chiffre à retenir. Le français est lu, écrit et parlé par 200 millions de personnes dans le monde. C'est la 9e langue, mais elle peine face au rouleau compresseur de l'anglais. Exemple, le Vietnam, pourtant une ancienne colonie. Envoyés spéciaux à Ho Chi Minh Ville, Pascal Golomer, Sylvain Giaume. Il y a 80 ans, l'administration coloniale française avait ouvert ce lycée pour former l'élite vietnamienne. Depuis, Saigon est devenu Ho Chi Minh Ville. Mais le lycée n'a guère changé. Il est toujours le plus coté de la ville. Et on y parle même encore français, dans 6 classes bilingues. Un programme intensif lancé il y a quelques années dans tout le Vietnam, en coopération avec la France. L'enseignement est resté, disons, traditionnel, avec pour certains élèves un avenir tout tracé. Je vais commencer et continuer mes études psychologique en France. Mais les francophones sont aujourd'hui à peine 200 000 dans un pays de plus de 80 millions d'habitants. L'anglais s'est imposé partout. Les écoles privées anglophones, du primaire à la terminale, se sont multipliées. Un gage de réussite pour beaucoup de familles. L'université française a tout de même inauguré cette année ses premières formations décentralisées. Mais pas question d'imposer la langue de Molière, sous peine de se priver des meilleurs éléments. Alors ici aussi, c'est la langue de Shakespeare qui domine. En venant ici, cela m'inquiétait de ne pas parler français. Mais tous les cours d'informatique sont en anglais, alors ça va. Et j'ai des cours de français en plus pour parler une 3e langue à la fin de mon master.
C'est ce que les responsables du programme appellent du pragmatisme. C'est une francophonie non pas défensive, non pas arc-boutée sur la défense simplement de la langue, c'est de la francophonie au-delà de la langue. C'est également se battre sur le terrain des anglo-saxons avec leur langue, mais en promouvant les valeurs de l'université française, la recherche française et au-delà le monde francophone. Le pôle universitaire français compte porter ses effectifs à 500 l'an prochain. C'est mieux que rien, mais c'est symbolique comparé aux millions de jeunes Vietnamiens en âge d'étudier, presque un acte de résistance face à la déferlante anglo-saxonne. Les sciences, c'est un espoir sérieux contre le fléau du paludisme. Des chercheurs américains ont créé un moustique transgénique qui résiste aux parasites. Il pourrait donc éviter la contagion. Explication Florence Bouquilla, Hervé Pozzo. Ce moustique l'ignore encore, mais il est très menacé. Une bonne nouvelle, puisqu'il transmet le paludisme, responsable d'1,5 million de morts par an. Et c'est un moustique transgénique, manipulé par des chercheurs américains, qui aura peut-être raison de lui. C'est par sa trompe que le moustique classique récupère le plasmodium, parasite responsable du paludisme. Le parasite se reproduit alors et le retransmet à l'homme lors de la piqûre suivante. À gauche, le moustique transgénique résistant aux parasites. Il se reproduit très vite, il vit très longtemps. Selon les chercheurs, il pourrait donc supplanter le moustique classique. C'est un espoir, c'est une arme supplémentaire et on a besoin d'armes multiples dans cette lutte contre le paludisme car une seule arme, le médicament, les moustiquaires, ça ne suffit pas. Le vaccin est un espoir aussi qui est très lointain. À terme, il faudra vérifier dans des zones infestées par le paludisme si ce moustique transgénique réduit la contamination. Mais avant cela, les chercheurs devront s'assurer de sa totale innocuité. Un nouveau musée en France, un grand musée pour l'architecture et le patrimoine. Il a été inauguré en partie aujourd'hui au Palais de Chaillot à Paris. 3 expositions impressionnantes, vous allez le voir, sont déjà proposées. Elles sont constituées de maquettes et de moulages grandeur nature. Daniel Wolfrom, Pascal Caron. Sous cette verrière du Palais de Chaillot, un lieu méconnu, en pleine refonte, l'ancien musée des monuments français. Mais qui s'en souvient encore? En présence de M. Perfit, ministre de l'Information, dans les salles du beau musée des monuments français. Le vénérable musée est devenu la cité de l'architecture et du patrimoine en 2004. Mais l'aménagement a pris 1 an de retard. Alors pourquoi inaugurer aujourd'hui ce qui ne sera ouvert au grand public qu'en septembre prochain si tout va bien? Et vous savez, je le fais parce que c'est la semaine de l'entrée en vigueur de la Convention de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Pourquoi pas? Retaper et exposer donc 500 chefs-d'œuvre du patrimoine depuis le haut Moyen-Âge, ici le tombeau d'un duc à Nancy, XVIIe siècle, des objets d'étude pour des générations d'artistes, mais voilà révéler l'envers du décor. Alors ce sont des moulages, donc c'est comme une photographie mais qui serait en 3D. Et c'est du plâtre, on le voit sur la structure arrière. Et ensuite, l'apparence extérieure correspond exactement à l'apparence de l'œuvre au moment où elle a été moulée. La fontaine Renaissance à 2 pas de la Tour Eiffel, le tout dans une aile du Palais de Chaillot, au lieu de l'exposition internationale de 1937. Pour l'architecture contemporaine, projet ou réalisation, voici les cathédrales des temps modernes. Tout ce qu'on fait se trouve en relation, à côté, inséré dans le passé, quelquefois plus loin. De toute façon, l'héritage du passé nous nourrit. Et en même temps, on a besoin de renouveau, on a besoin de rêver autre chose. Retour sur Terre et rendez-vous cet automne dans l'attente des milliers de visiteurs. Cinéma, parmi les sorties de la semaine, un film 300 qui mêle l'histoire et les nouvelles technologies. Il retrace la bataille des Thermopyles entre Perses et Spartiates dans l'Antiquité, tout cela truffé d'effets spéciaux. C'est le plus gros succès aux États-Unis depuis le début de l'année. Bruno Ledreff. Approche Léonidas. Lui, c'est Xerxès, le roi des Perses. Dans la vraie vie, il est brésilien. Je me suis rasé les cheveux et je me suis épilé le corps et les jambes. Le monsieur muscle, c'est Léonidas, roi des Spartes. Aujourd'hui, il ne veut plus les montrer, ses pectoraux. Non, vous ne pouvez pas voir mes muscles, d'ailleurs j'ai tout perdu. Et voici Gorgo, femme de Léonidas. Une Anglaise qui s'ennuyait un peu en répondant à mes questions. Pourtant, voilà bien un film qui ne devrait pas vous faire bâiller. Mais prenez-la! Absolument tout!
300 rappellent la bataille des Thermopyles en 480 avant Jésus-Christ, où 300 soldats de Sparte résistèrent à plus de 200 000 envahisseurs perses. Tout ce que le dieu roi Xerxès demande, c'est ceci. Une modeste offrande de terre et d'eau. Un gage de la soumission de Sparte à la volonté de Xerxès. Un film très fidèlement adapté d'une bande dessinée américaine dont les personnages sont particulièrement bien bâtis. Pour être au niveau, on comprend que les acteurs aient dû subir 4 mois d'entraînement. Soumission. On devait continuer de s'entraîner, même pendant le film, juste avant de tourner, 6 heures par jour. Il y avait aussi un régime très strict. Mais plus on se musclait et plus on se sentait devenir spartiate. Vers la falaise! Le film est intégralement tourné en studio. Décors, couleurs, tout fut ensuite reconstitué à l'ordinateur. Avec cette technique de tournage, il y a toujours des tonnes de choix à faire. Il faut arriver à imaginer le moindre détail, car on ne voit rien, pas le moindre nuage ou rocher, il n'y a rien. Un film qui n'est certes pas destiné à la ménagère de plus de 50 ans, mais qui ravira tous les fans de monde fantastique. Et pourquoi pas la ménagère quand même. Les sports avec le coup d'envoi des championnats du monde de patinage artistique à Tokyo. Bon début pour les Français Isabelle Delobel, Olivier Schoenfelder, classé 4e après cette première épreuve. Le programme imposé reste la danse originale et le programme libre d'ici vendredi. En tête pour l'instant les Canadiens Dubreuil et Lauzon. Et puis une image pour terminer du retour de Zinedine Zidane sur la pelouse de l'OM. Il participait hier soir, on en a parlé, à un match de bienfaisance pour lutter contre la pauvreté. Il a montré qu'il était toujours aussi agile. Parmi les joueurs, Jamel, qui a marqué un but légèrement en position de hors-jeu, vous l'avez vu. Mais l'arbitre a fermé les yeux. Près de 400 000 € auraient été récoltés. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h50, un rendez-vous que vous connaissez bien maintenant chez Maupassant. 2 nouveaux contes et nouvelles. À demain.